Salut les gars, c'est tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse Spearhead. Et aujourd'hui, ça va être sur la première Spearhead des Gloomspite Gits, qui est donc de la première vague Spearhead, qui est sortie il y a longtemps, que j'ai joué une fois, il y a déjà un an ou deux. Et j'avoue que je me souviens plus de tout. Je me souviens juste que ça m'avait paru très fort et que malgré ça, j'avais perdu quoi. J'avais perdu la partie que je jouais avec parce que je suis rincé quoi. Donc voilà. Mais ça m'avait paru très fort et en tout cas, ça avait paru aussi assez fun. Donc on va lire tout ça, on va voir ce qu'il en est et c'est parti. On est parti pour l'analyse tout simplement. Vous connaissez le fonctionnement. On commence par la compo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette Spearhead? On a beaucoup de choses. Donc déjà on a un Louvre Boss comme général, donc c'est un petit gobelin à pied. On a 2 fois 10 troueurs, donc des petits gobelins. 2 fois 5 squigaliers, donc c'est les cavaliers de Squig on va dire, c'est les gobelins sur Squig, qui seront de la cavalerie, je crois. Et on a 3 Trogoth ventre roc. Donc on a un petit peu de tout en fait. Cette Spearhead elle est sympa pour ça. On a un général qui va faire un peu de magie, qui va avoir des effets de buff et tout. On a de la masse, avec 2 fois 10 troueurs, 2 fois 10 gobelins. On a de la cavalerie avec 2 fois 5 squigaliers, et on n'en a pas qu'un seul pack. Donc on peut se permettre de... Éventuellement, je me souviens plus s'il y a du renfort. Mais on peut se permettre peut-être d'en envoyer un pack presque un peu en suicide ou quoi, ou en première vague. Il y en a un autre, donc je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, bien sûr. Il faut essayer d'éviter de sacrifier ces unités. Mais il y en a 2. Donc vous n'avez pas un seul pack qui va bien bouger, vous en avez 2, donc ça c'est cool. Et vous avez les 3 Trogoth, donc bien sûr les Trogoth, ça tank très très bien, ça tape très très bien, ça fait peur, les Trogoth. Et je crois qu'ils ont vraiment en tanking, ils ont un profil assez délirant, ils ont une save à 4 qui passe à 3 je crois. Ils ont des wards tout simplement, on va voir ça de toute façon. Mais voilà, donc vous avez beaucoup de choses dans cette Spearhead, ça c'est très cool. Vous avez beaucoup de choses mais qui font aussi beaucoup de choses différentes, donc ça c'est sympa. Et franchement si vous kiffez les gobelins, là vous allez vous faire plaisir. Vous avez même 3 trolls à côté pour accompagner, donc ça c'est top. Et on va passer au trait de bataille des villes du Fiel Obscur. Donc cette Spearhead elle est sortie il y a quelques temps déjà. Donc bien sûr c'est un trait de bataille qui se rapproche un peu plus de ce qu'on avait en V3 pour les Gloomspite. Aujourd'hui je crois que le trait de bataille il a changé dans le BTV4, il est plus tout à fait le même. Mais donc là on a tout simplement la mauvaise lune. Donc en Spearhead ça fait quoi? Parce que c'est un petit peu différent de la V3 bien sûr, comment c'était à l'époque. Donc au tout début de la bataille, vous allez choisir un territoire, donc ami ou ennemi, pour être sous la lueur de la mauvaise lune. Au premier et au deuxième round, le territoire que vous avez choisi, il est sous la lueur de la mauvaise lune. Et au troisième et au quatrième round, c'est l'autre bord du champ de bataille, l'autre territoire pardon, donc que vous n'avez pas choisi au début, qui sera sous la lueur de la mauvaise lune. Donc en gros c'est pas compliqué, soit vous choisissez le territoire adverse au début, dans ce cas là vous allez vouloir en tout cas vous projeter chez lui pour bénéficier de vos bonus, parce que bien sûr vous avez des bonus sous la lune. Donc soit vous allez faire ça, soit vous allez choisir votre territoire pour les rounds 1 et 2, et donc là vous allez plutôt temporiser, vous allez plutôt rester chez vous au début, avancer tranquillement, et round 3-4, là vous avancez pour bénéficier de vos bonus. Donc un trait simple, qui est sympa et surtout qui donne des bonus qu'on va voir tout de suite. Donc, premier bonus, les zélotes écumants. Si cette unité est une unité de troueur lune clan, ajoutez 3 à son score de contrôle. Bon, bah les lune clan, je crois qu'ils débuffent la touche ou les jets de touche ou les jets de blessure de l'adversaire, donc ils sont assez embêtants. Là en plus ils ont 3 en score de contrôle, c'est très bien. C'est pas une unité qui bouge de fou. Donc si vous voulez vraiment bénéficier de leur bonus au max, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux choisir la lune dans son territoire au début, au round 1 et 2, pour après l'avoir dans le territoire de l'adversaire au round 3 et 4. Moi je trouve comme ça marche bien, parce qu'ils ne bougent pas beaucoup, donc round 1 et 2 vous allez être chez vous, vous allez avancer petit à petit, et round 3 et 4 vous passez dans le territoire de l'adversaire. Important, il faut être entièrement dans le territoire qui est sous la lune pour en bénéficier. Donc si vous êtes au milieu, si vous êtes entre les 2 territoires, vous n'avez pas vos bonus. Donc ça veut dire que en Gloomspite,
éviter quoi, de mettre vos unités entre les deux territoires. Essayez de toujours bénéficier des bonus. Ceux qui sont forts, là on a vu déjà plus 3 de contrôle, c'est bien. En début de partie, ça fait que vous avez 2 packs de 10 troueurs qui vont compter pour 13 et qui en plus mettent des, on va le dire plus tard, on va le voir plus tard, qui mettent des buffs à la touche ou à la blesse, je sais plus exactement ce que c'est l'effet, mais c'est très fort et ils vont très bien prendre les objets. Vous posez dessus au début, round 1-2, vous restez dans votre territoire, vous avez plus 3 en contrôle, round 3-4, vous avancez un petit peu, bien sûr s'ils sont encore vivants, et vous bénéficiez encore du bonus plus 3 contrôle, donc ça c'est un très bon effet qui est pas Game Breaker, mais qui est très sympa. Ensuite, on a l'effet sur les squigs. Donc, on rappelle que vous avez 2 packs de 5 squigs. Squig lunatique, si cette unité est une unité de squig allié, aucun dégât mortel ne lui est infligé quand elle utilise des aptitudes de repli. C'est pas top. C'est même très nul. Sauf si ils ont sur leur War Scroll une aptitude de repli et charge. Ça, j'avoue que j'ai oublié. Je sais pas s'ils l'ont. S'ils l'ont, c'est très bien parce que ils vont pouvoir être insupportables en fait. Vous engagez un truc, vous repliez, vous rechargez autre part, etc. Ça peut être très embêtant. S'ils n'ont pas, c'est pas très bon parce que de toute façon vous avez envie qu'ils chargent en fait. S'ils chargent pas, ils sont pas au combat et eux ils sont là pour taper et bon, pour bouger aussi. Mais ils ont besoin de taper. Donc si vous avez le repli et charge, c'est bien. S'il n'y a pas, c'est une règle un peu anecdotique. Mais dans tous les cas, elle est là. Est-ce que vous allez avoir envie de les avoir sur la lune tout le temps? Je pense que eux, c'est moins important que les troueurs, s'ils n'ont pas encore une fois le repli et charge. Et surtout moins important que les trogos, parce que les trogos, c'est le meilleur effet sous la lune. Cette unité est une unité de trogos ventre rock, ajoutez 1 au jet de sauvegarde pour elle. C'est hyper fort, parce que les trogos, ils tankent déjà de... J'allais dire un gros mot, je vais pas le dire, j'allais dire un mot grossier. Donc, les trogotes, c'est le meilleur effet. Idéalement, il faut que ça soit sur eux que vous optimisiez votre lune. Donc il faut que ça soit sur eux que vous vous disiez au début de la partie, je me projette tout de suite puis je reviens chez moi. Ou au contraire, je joue tranquille, puis après je vais chez l'adversaire. Je trouve la deuxième option mieux parce que les trogos ne bougent pas énormément non plus. Donc il y a des grandes chances que round 1 et 2 ils soient chez vous et vous avez envie de bénéficier de ce plus un save qui est quand même très fort. Donc j'aurais tendance à dire que souvent c'est mieux de choisir son territoire comme sous la lune au début. Maintenant vous avez quand même 2 unités de squig alliés qui ont un effet qui peut être sympa s'ils ont du repli et charge. Je viens de voir après, une de vos unités de squig alliés n'est pas placée à la phase de déploiement. À partir du 3e round de bataille, elle peut utiliser cette aptitude. Ok. Donc déjà, je sais pas s'ils l'ont rajouté ou si c'était déjà le cas à l'époque. Ça c'est intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une unité de squig alliés, donc la moitié de vos squig alliés quand même, qui ne va être sur le champ de bataille que pendant 2 rounds et 2 rounds où vous aurez pu choisir au début de la partie, enfin que les 2 rounds où ça sera l'autre côté que vous avez choisi au début de la partie qui sera sous la lune. Donc c'est-à-dire que ça on peut prévoir aussi, on peut se dire que il faut penser à ça, sachant que l'effet, enfin la règle pour les placer, c'est donc dans votre territoire, entièrement à 3 pouces du bord du champ de bataille, à plus de 6 pouces des unités ennemies. Donc c'est dans votre territoire. Donc ça veut dire que après vous pouvez toujours bien sûr faire une charge après sur une unité ennemie qui serait pas dans votre territoire. Mais si vous choisissez la lune dans le territoire adverse au début, vous avez une unité de squig allié qui va arriver round 3 chez vous. Et là à ce moment-là, ce sera chez vous qu'il y aura la lune. Donc le bonus de repli et charge. Encore une fois, à voir si ce bonus il est vraiment bien. Donc c'est quoi la condition pour que ça soit bien? C'est qu'il y ait du repli et charge sur les squig alliés, sinon l'effet est nul. Hein. Et si ce sera ça, on voudra toujours optimiser les trolls sous la lune. Les trogots, pardon. Parce que plus un save c'est trop fort, ça les rend intuables. Et en plus ils ont du soin, je crois qu'ils ont du soin, ils ont des wards, c'est n'importe quoi, c'est les trolls. Donc l'effet des trolls est le plus important je trouve à optimiser. Et c'est tout pour le trait de bataille. Donc encore une fois c'est le trait de bataille classique des
Gloomspite, pardon, qu'ils avaient en V3. Je crois que c'est un petit peu changé encore une fois en V4, mais là on retrouve ça dans cette Spearhead. C'est sympa. C'est aussi mieux que ce que c'était avant, enfin que ce que c'était dans Age of Sigmar classique, parce que je crois qu'il fallait choisir un quart, et donc ça tournait. Là c'est plus simple, c'est un territoire, donc c'est la moitié de la table, et les effets sont sympas. Et on va passer à la suite. Ça sera donc les aptitudes de régiment. Donc vous en choisissez une pour votre armée. Et on commence par les hordes démentes. À votre phase des héros, choisissez une unité de troueurs, lance, clan, amis pour qu'elle utilise cette aptitude. Vous pouvez ramener jusqu'à D3 figurines tuées dans cette unité. Je me souvenais pas de ça. Ça commence à être fort. Les troueurs, encore une fois, ils ont un effet de debuff des attaques adverses. Je sais plus exactement si c'est la touche la blessure. Ils ont plus 3 de contrôle sous la lune. Là, vous en ramenez des 3. Ça peut faire des packs hyper embêtants contre les Spearhead qui tapent un peu mou. Bah, c'est super fort parce qu'il va jamais vous les sortir en fait. Donc vous vous posez sur un objet et vous restez sur l'objet toute la partie avec plus 3 de contrôle et des 3 figurines qui reviennent. Donc ça peut être assez fort. Pas grand chose de plus à dire, c'est automatique, il n'y a pas de jet de dés, franchement ça me paraît toujours plutôt bien. Et il y a des match-ups où c'est encore meilleur, encore une fois, quand vous affrontez des Spearhead qui tapent pas trop fort. C'est très fort. La deuxième aptitude de régiment, une fois par bataille, à votre phase de move, la main de Gork. Choisissez une unité amie qui n'est pas en mêlée pour qu'elle utilise cette aptitude. Retirez cette unité du champ de bataille et placez-la à nouveau à plus de 9 pouces des unités ennemies. Moi j'aime mieux ça. Enfin j'aime mieux ça, non j'aime pas tellement mieux ça. La première est forte. Hein. Ça c'est plus difficile à jouer. Et c'est peut-être même moins fort en fait. Je suis en train de me dire parce que 9 pouces des unités ennemies, c'est quand même pas facile. Ça veut dire qu'après vous chargez pas. Hein. Enfin, vous pouvez tenter la charge. Mais 9 pouces, partez du principe que vous n'allez pas la réussir. En plus de ça, il faut que l'unité que vous choisissiez soit pas en mêlée. Bon, le truc que je vois, c'est que cet effet, tu le prends. Enfin, imaginons que tu le prends, tu le gardes jusqu'à la fin de la partie, en fait, et tu t'es payé une unité sur un objet pour round 3 ou round 4, même round 4, c'est même mieux, pour empêcher l'adversaire de marquer des points et pour toi en marquer plus. Donc moi, c'est ce que je vois. Je l'aime bien. Je l'aime bien, franchement. Par exemple, ton général, s'il a survécu toute la partie, t'as ça. Round 4, comme je disais, tu le TP et tu reprends un objet. Moi, ça me paraît pas déconnant. Les deux aptitudes de régiment sont pas délirantes, elles sont quand même sympas. En fait, la première, elle est quand même sympa, elle peut vraiment être embêtante. La deuxième est bien aussi. Franchement, j'aime bien les deux. Les deux sont... Elles sont pas game breaker et elles synergisent pas tellement de fou l'armée, mais elles sont intéressantes, elles sont cool. Je sais pas laquelle est la meilleure, donc ça c'est sympa. Ça veut dire que les deux peuvent se jouer, peuvent se tester, et elles ont toutes les deux une utilité. La première pour avoir vos troueurs qui sont insupportables et que votre adversaire a envie d'abandonner la partie parce qu'il n'arrive pas à les tuer. Et la deuxième parce que une TP c'est franchement en fin de partie encore une fois c'est toujours bien quoi. C'est toujours bien. Et on passe ensuite aux optis. Vous en choisissez une pour votre général. La première, combattre un autre jour. Ça c'était une règle iconique des Gloomspite jusqu'à la V3. Je sais pas s'ils l'ont encore en V4, combattre un autre jour. Alors choisissez votre général pour qu'il utilise cette aptitude. S'il a utilisé une aptitude de corps à corps à ce tour, donc à la fin de n'importe quel tour, votre général peut faire un mouvement de 2d6, mais il ne peut pas finir ce mouvement en mêlée. C'est pas très bien, parce que si votre général il est en mêlée, il est mort. En gros, il est mort quoi. Et en plus de ça, vous allez faire quoi Enfin, c'est un peu bizarre quand même comme effet. Je crois, hein, on verra son profil, mais je crois qu'il a pas de... Il a pas une très bonne save, il a pas des très bons... il a pas beaucoup de PV, il a pas de ward, sauf si vous prenez une des optiques qu'on verra après. Donc ça, c'est pas bien. C'est à la fin du tour. Donc il est mort en fait. À la fin du tour, s'il a utilisé une aptitude de corps à corps. Donc j'ai un peu du mal à comprendre celle-là. J'avoue. Ça aurait été... À la limite, ça aurait été sympa. Mais je crois que c'était comme ça à l'époque. Si c'était au début de la phase de combat.
au début de la phase de combat, au lieu de combattre, il s'enfuit. Là, ça aurait été cool. Là, c'est moins cool parce qu'il est mort, en fait. Donc celle-là, elle n'est pas incroyable. La deuxième, c'est la cagoule moite. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent votre général. -1 pour toucher le général. C'est pas mal. Ça va le rendre quand même plus tanky. C'est tous les jets de touche. Donc c'est, enfin tous les jets de touche, toutes les attaques en fait. Donc c'est autant corps à corps que tir. C'est ok. Dépendamment de si votre adversaire il a de quoi venir vous tuer votre général, que ce soit avec des unités qui vont vite ou avec du tir. Potentiellement ça peut être sympa. En tout cas déjà là ça enterre la première. La première elle sert à rien. La deuxième, en fait il n'y a aucun cas où la première est mieux que la deuxième déjà. Et la deuxième c'est même pas la meilleure de toutes je pense. Donc celle-là elle est ok, elle peut se jouer, elle va pas changer votre partie tellement. Et si ça peut sauver votre général, si votre adversaire il veut venir vous le chercher et hop, il a -1 touche. Je me demande si l'effet des troueurs il s'active pas. Je crois qu'il s'active en début de phase de combat et je crois que c'est un -1 bless du coup. Ce qui fait que si vous avez 10 troueurs à côté de votre général, si votre général a cet opti, il a -1 pour être touché. Et les troueurs vont mettre un -1 pour blesser à l'unité qui aura chargé. Donc ça fait tout de suite que votre général il peut potentiellement beaucoup mieux tanker si votre adversaire veut venir le chercher, veut venir le surprendre. Donc si vous avez 10 troueurs à côté, en gros, vous réduisez les chances que votre général se fasse choper. Ensuite on a le brouet de champi hallucinogène. Alors, effet, votre général a une protection 4 au premier round de bataille, une protection 5 au deuxième round de bataille et une protection 6 au troisième et au quatrième round de bataille. Moi j'aime bien ça. Il a une protection 4, en gros il va pas se faire tuer au premier round, ça c'est super. Protection 5 au deuxième round, c'est pas mal. Et protection 6 au troisième et au quatrième round de bataille, ça reste toujours honorable. Moi j'aime bien cet effet. Votre général, on verra ses effets, mais je me souviens plus, je crois qu'il a des plutôt bons effets, ce qui fait que vous avez envie de le garder en vie. Et cet effet-là, je trouve, est meilleur que la cagoule moite qu'on a vu avant. Les deux, c'est des effets de tanking, hein. Je préfère le brouet de champi hallucinogène. Déjà pour une simple raison, c'est que si votre adversaire en face, il se base sur des BM pour vous infliger des dégâts, la cagoule moite, ça va rien faire. -1 au jet de touche, bah ça va rien faire. Si vous faites des BM, il n'y a pas de jet de touche. Donc je trouve la deuxième meilleure. En vrai, dans tous les cas, honnêtement, la deuxième est meilleure dans tous les cas, je pense. Donc là, il y en a les deux premières, vous les jouerez pas. En vrai, la première, elle est marrante. En vrai, elle est marrante. Si vous voulez vous faire kiffer, vous pouvez la sortir. Là, la troisième, c'est la meilleure pour l'instant, et il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Les deux premières, en vrai, si vous voulez jouer, si vous voulez optimiser, vous jouerez jamais les deux premières. La troisième est donc pas mal, et la quatrième, c'est le champignon d'ombre nuit. Une fois par bataille, à la phase de mouvement adverse, choisissez une unité amie à portée de mêlée de votre général. L'unité amie ne peut pas être ciblée par des attaques de tir à la prochaine phase de tir. Ok. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Mais évidemment que si vous affrontez une armée qui a du tir. Parce que, en gros, s'il n'y a pas de tir, eh ben, ça sert à rien. Donc, s'il n'y a pas de tir en face, vous prenez le brouet de champi hallucinogène tout le temps. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de je sais pas quoi, on discute pas, on prend le brouet de champi. S'il y a du tir, s'il y a du bon tir, c'est pas mal quand même de pouvoir se prémunir d'un bon tir potentiellement sur vos trolls. Par exemple, s'il y a une armée en face qui tire très fort, les Caradrons, les Lumines, les Crawl Boys aussi, en vrai, ils tirent pas trop mal. Je crois qu'ils ont 3 arbalétriers et une grosse baliste, donc ils tirent pas trop mal. Donc en gros, s'il y a une armée, une Spirit qui tire fort en face, ça peut être pas mal pour protéger. Je pense que c'est mieux de protéger les trolls, les troueurs Lune Clan, les troueurs là, les gobelins, on s'en fout un peu. Et à la limite, c'est pas mal de protéger les cavaliers parce qu'en plus contre les match-up qui ont du tir, souvent c'est des petites unités qui restent derrière, qui avancent pas trop et qui restent à distance, qui ne sont pas trop tanky. Vos squigs, c'est une très bonne arme contre ça, donc les protéger pendant une phase de tir, ça peut être sympa.
Encore une fois, match-up dépendant, mais ça peut être cool. Un peu dommage pour les optis parce que les deux premières on les jouera jamais. Encore une fois la première, ça peut être fun. La deuxième est juste moins bonne que la troisième, alors que les deux servent à mieux tanker. La troisième est juste mieux. Et l'effet anti-tir peut être sympa selon le match-up. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, je trouve quand même qu'il n'y a rien, il n'y a aucun mécanisme vraiment unique à cette armée. Voilà. La lune c'est sympa, c'est pas non plus un mécanisme de fou qui va vous faire réfléchir de zinzin malade, donc c'est cool. C'est pas non plus l'armée où on va devoir le plus réfléchir au niveau de nos règles. Ce qui est bien d'un côté parce que ça veut dire que vous kiffez les gobelins, vous avez envie de commencer une nouvelle armée ou même le jeu. Franchement, vous partez sur ça, c'est cool quoi. Mais bon, on en parlera à la fin, à la conclusion. Les aptitudes de régiment sont sympas. Elles sont quand même sympas en vrai, elles permettent des petits tricks. Mais en fait, il n'y a rien qui synergise entre tout ça. Entre le trait de bataille, les aptitudes de régiment, les optis, il n'y a rien qui va ensemble. Il n'y a rien qui vous dit, ok, il faut que j'ai telle manière, il faut que j'ai telle manière. Non, rien du tout. Rien en rapport avec la lune, rien en rapport avec... je sais pas... je sais même pas ce que ça aurait pu être, mais pas grand chose. Donc la lecture est plutôt simple, c'est juste... Enfin, il n'y a pas de question à se poser, je prends ça avec ça parce que les deux combinent bien. Non, c'est juste... T'as telle aptitude qui est meilleure dans telle situation, tu la prends. Là, les optis, c'est pas compliqué. 90% des games, tu prends ton bourré de champi. Et la fois où tu affrontes un match-up où il y a du tir qui peut te faire très mal, champignon nombre nuit. Pour les aptitudes de régiment, en vrai, là, tu peux te faire un peu plus plaisir parce que je pense que les deux se jouent un peu dans tous les match-up en vrai. Ouais, les deux se jouent dans tous les match-up. Mais ça induit pas un gameplay différent. Ouais, c'est ça le truc. Donc ça c'est pour les règles de la faction, les traits de bataille, les aptitudes de régiment et les optis. Et on va maintenant passer au War Scroll. Je le refais parce que j'ai un petite catchphrase qui est mieux. Et on rentre maintenant dans le dur de la Spearhead et on s'attaque au War Scroll avec le Louvre Boss, votre général, pour commencer. Alors le Louvre Boss, on a vu ses optis, on a vu les aptitudes de régiment. Qu'est-ce qu'on en dit du coup? 5 PV save à 4. C'est pas horrible, en vrai c'est pas horrible, je m'attendais à pire, je m'attendais pas à une save à 4 en vrai, donc c'est pas si pire. Il peut avoir moins 1 pour être touché, il peut avoir une ward à 4 au premier round, 5 au deuxième, 6 au troisième et quatrième, il a une ward à 6 native. C'est pas si horrible comme profil de tanking en vrai, bon s'il tombe contre une unité qui doit le tuer, l'unité va le tuer, sauf encore une fois si vous avez la ward à 4, c'est pour ça qu'elle est pas mal. Il fait 5 attaques en 4+, pardon, perf 1, dégâts D3, donc un profil 5 attaques, ok, c'est étonnant, donc il tape pas si mal que ça en vrai. D3 dégâts, perf 1, super. Et votre petite règle, c'est moi le boss, choisissez une unité de Troueur Lune Clan Ami entièrement à 12 pouces de cette unité comme cible, donc uniquement unité de Lune Clan, à 12 pouces de lui, à votre phase des héros, et tu choisis un effet parmi deux. Si l'unité cible n'est pas en mêlée, vous pouvez ramener des 6 figurines tuées dans l'unité cible, ou alors ajouter un jet de touche pour les attaques faites par l'unité cible jusqu'au début de votre prochain tour. Alors déjà, entièrement à 12 pouces, c'est pas une portée dégueulasse. Je pense que vous les aurez assez souvent. C'est tout à fait possible que vous en gardiez une unité à côté de toute façon un peu partout. Et là, vous en ramenez D6. Ça peut être bien. Faut pas qu'ils soient en mêlée par contre. Ou alors plus un jet de touche. On va voir les Lune Clan, les Troueurs Lune Clan, comment ils tapent. Je pense qu'ils tapent pas bien, parce que c'est des gobelins, hein. Je pense qu'ils vont être en 5+5+, pas de peur des gains. Donc je pense que le premier effet, si vous pouvez l'utiliser, vous l'utiliserez. En gros, ça sera ça. Si vous avez perdu des figurines, et si vous n'êtes pas en mêlée, le premier effet, il a quand même l'air meilleur. On a vu qu'il y a une aptitude de régiment pour en faire revenir D3. C'est quand déjà qu'on a fait revenir D3? C'est à votre phase des héros. Ah oui d'accord, donc là c'est aussi à votre phase des héros. Donc en gros vous avez une aptitude de régiment qui vous permet de ramener D3. Là cet effet qui vous permet de ramener D6. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez un pack qui a perdu beaucoup de gobelins, vous en ramenez D3 plus D6. C'est super fort. Si jamais vous avez perdu un peu des deux côtés, d'un côté vous en ramenez D6, d'un autre côté D3. En vrai l'optique elle est vraiment forte, je pense, parce que ça peut faire des packs vraiment embêtants. Encore une fois il débuff l'adversaire à la blessure je crois. Donc c'est plutôt bien, et surtout que le deuxième effet, plus un touche, bon, si vous pouvez pas faire le premier, si vous n'avez pas la portée, ou si l'unité cible est en mêlée, ou si vous n'avez pas perdu de figurine, bah, autant prendre un plus un touche.
Mais franchement, c'est pas. Je pense pas que ça soit indispensable. Le premier effet est très bien par contre. Donc lui, sur la. Comment dire. Sur le long run, quoi, on va dire. Sur toute la durée de la game, ça peut être très sympa de le garder en vie. En fin de partie, il vous reste 3 gobelins à un endroit. Vous en ramenez D6 plus D3. Et ils sont sous la lune, ils ont plus 3 de contrôle. Et ben vous avez un pack qui va vous faire 10, 11, 12 de contrôle. Alors qu'ils étaient 3 au début du round. Donc potentiellement très très bien. Le perso est intéressant. Son effet. Enfin, c'est ça qui est un petit peu bizarre. Pardon. C'est ça qui est un peu bizarre avec cette spirit, c'est qu'en fait, lui ne synergise que les throwers. Les Trogos, ils sont juste tout seuls. Enfin, ils ont pas de règles, ils ont pas d'interaction avec les autres. Les Squigaliers n'ont pas d'interaction avec les autres. Les règles, même qu'on a vues avant, n'interagissent pas entre elles. Elle est un peu décousue cette Spired. Ça veut pas dire qu'elle est pas forte, hein. Ça veut pas dire qu'elle est pas quand même intéressante à jouer. Mais ça synergise pas de fou. C'est-à-dire que les Squigaliers, ils vont faire leur travail à côté sans se soucier des autres, quoi. Les trolls, pareil. À la limite, le truc qui synergise un peu l'armée, c'est la lune, quoi. C'est choisir où est la lune pour optimiser ça. Mais bon, il n'y a pas trop d'interaction entre les War Scrolls et les règles, je trouve. Ça veut pas dire que c'est pas bien, encore une fois. Lui, il est très intéressant avec les throwers Lune Clan. Vous avez l'aptitude de régiment pour ramener des 3. Ça paraît très fort. Et en fait, combiner les deux effets, ça peut être très frustrant. Et ça me fait peut-être pencher pour dire que la première aptitude de régiment est un peu meilleure que la deuxième. Parce qu'en fait, là, c'est avec toutes ces occurrences de récursion, ça peut vraiment devenir. En fait, ça peut devenir impossible pour l'adversaire de s'en sortir. Typiquement, une Spirit qui tape pas fort, comme on a dit plus tôt, bah, il se sortira jamais de ça. En fait, D6 plus D3 à chacune de vos phases des héros, c'est beaucoup de récursion. Donc, plutôt bon perso, que vous avez envie de protéger en vrai, avec les optimisations qu'on a vues. Donc, le -1 pour être touché, c'est bon. Moi, je trouve que la ward à 4, puis 5, puis 6, c'est meilleur. Ça, c'est à vous de faire votre choix. Et du coup, vu qu'il tank pas horriblement non plus, 5 PV, save à 4, ward à 6, en vrai, combattre un autre jour, je peux le voir. Je vois pas, enfin, comment dire, j'ai du mal à imaginer que ça peut être vraiment pertinent. Je pense pas que ça sera meilleur que les deux autres, mais en vrai, je peux voir le délire parce que il tank ok, quoi. Si vous arrivez à le faire, en fait, il bouge pas non plus, donc vous aurez du mal à le faire charger quelque part qui compte vraiment. Donc, je sais pas. Après, honnêtement, son profil d'attaque, il me choque carrément. Heureusement qu'il touche et qu'il blesse que à 4, parce que 5 attaques perd 1 dégât des 3, ça c'est un profil d'assassin, quoi. C'est un profil de dueliste, de héros qui est là pour taper. Ce qui est un peu le cas en vrai, parce que bon, son effet est sympa, mais est-ce qu'il est essentiel son effet? En fin de game, c'est fort quand même. En fin de game, c'est très fort. Donc voilà pour le Louvre Boss, votre général, et on va passer au Squigalier. Les Squigaliers, votre cavalerie qui a le mot-clé vol, je remarque. Donc ça c'est très sympa. Ils ont D6 plus 8 de move, donc entre 9 et 14 de mouvement, ça bouge hyper bien. 2 PV save à 6, donc ça tank pas du tout. Et 1 de contrôle. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 2 attaques en 4 plus 5 plus, pas de perf dégâts 1. Et 3 attaques en 4 plus 3 plus, perf 1 dégâts 1. Ok. Donc ça tape pas trop mal. Ça tape leurs armes à eux, les petits couteaux, 2 attaques en 4 plus 1 plus, pas de perf dégâts 1, c'est nul. Les gueules garnies de crocs, 3 attaques en 4 plus 3 plus, perf 1 dégâts 1, c'est pas mal. C'est compagnon, donc ça pourra pas être buff. Je sais pas si de toute façon il y a des occurrences de buff de plus un touche. De ce qu'on a vu, il n'y en a pas, et je pense pas qu'il y en aura plus tard. Enfin, en tout cas sur eux, parce qu'on peut donner un plus un touche aux throwers, mais eux, c'est pas des throwers, donc ils peuvent pas avoir le plus un touche. Donc ça, c'est sympa, ils bougent bien, ils tankent pas pour le coup. Ils tapent ok, je pense que pour aller déloger des petites unités qui tiennent un objet ou un truc comme ça, c'est bien. Et ils ont comme règle, à n'importe quelle phase de mouvement, choisissez une unité ennemie par-dessus laquelle une ou plusieurs figurines de cette unité se sont déplacées à cette phase comme cible, puis jeter un dé pour chaque figurine de cette unité qui l'a fait. Pour chaque plus infliger un dégât mortel à la cible. Ça c'est très bien. Ils bougent beaucoup, donc je pense pas qu'ils auront de soucis pour passer au-dessus d'unité. Ce que vous pouvez faire, hein, c'est que si l'unité que vous voulez charger elle est juste devant vous, votre mouvement,
vous passez, ils ont vol. Donc vous pouvez rentrer dans la zone d'engagement d'une unité, vous pouvez pas finir un mouvement dans la zone d'engagement d'une unité, mais vous pouvez rentrer dedans. Donc vous rentrez dedans, il y a 1 millimètre d'un socle qui passe dessus, et après vous reculez. Donc ça vous fait 6 de move, parce que vous avez fait 3 pour aller jusqu'à l'adversaire, vous reculez de 3. À côté de ça, vous avez encore un peu de move, donc vous allez pouvoir le faire. Et là, s'ils sont 5, vous jetez 5 dés, et sur chaque 4+, vous infligez un dégât mortel, donc statistiquement 2 ou 3 BM, c'est bien. Dans cette spearhead, on n'a pas encore vu de BM, là c'est la première occurrence, donc ça c'est top. Vous avez un outil contre les armées très armurées. C'est vrai que ça aurait pu être un peu galère. C'est vrai que quand on réfléchit, on va voir les Trogos, parce qu'ils ont peut-être beaucoup de perfs, ils ont peut-être une attaque très sympa. En tout cas, avoir des BM c'est très sympa, on n'en a pas vu jusque là. Donc ça c'est cool. Ils bougent très bien, ils tankent pas très bien. Vous en avez 5 au début, 5 qui arrivent au round 3. Alors les 5 qui arrivent au round 3, je pense que eux ils sont pas mal. Parce que là la table elle est beaucoup plus clairsemée. Ils vont pouvoir aller assassiner à droite à gauche. Donc ça c'est cool. Ils ont pas de règles repli et charge. Et alors ça rend leur aptitude sous la lune inutile. Honnêtement, pouvoir se replier sans prendre de dégâts mortels, c'est inutile, vous le ferez pas. Si vous êtes au corps à corps, vous préférez taper en vrai. Parce que vous n'allez pas replier, parce que si vous repliez, vous chargez pas. Eux, s'ils chargent pas, ils font rien. Donc à la limite, si ce que vous pouvez faire, ah oui, avec le repli, ce que vous pouvez faire, c'est que ah non, parce que c'est à la phase de ah oui, si. Avec le repli, ce que vous pouvez faire, c'est que en vous repliant, vous passez au-dessus de l'adversaire et vous lui infligez les dégâts mortels. Et donc vous subissez pas les dégâts mortels. C'est pas ça qui va changer une partie, je pense. Mais pour finir une unité, en vrai, pour finir une unité à qui il reste 1 ou 2 PV, s'il vous reste 3-4 squigaliers et vous êtes sous la lune, vous pouvez vous replier pour tuer cette unité. En vrai, c'est une bonne idée. Est-ce que ça sera pas utile dans toutes vos parties? Je pense même que ça sera utile dans très peu de parties, mais ça existe. Donc voilà, c'est un peu le seul point positif que je vois à leur effet sous la lune, parce qu'en vrai il est pas très bon. S'ils avaient eu du repli et charge, encore une fois, ça aurait été hyper fort, parce qu'en fait ils auraient fait ça sans cesse. Tout le temps ils se replient, ils chargent à droite, à gauche, machin et tout. Ils ont pas en plus de dégâts d'impact ou quoi, donc en fait on s'en fout qui charge. Mais je comprends le côté, tu désengages, tu fais tes BM et tu prends pas de dégâts, ça c'est ok. Donc là vraiment de ce qu'on voit, je trouve que la lune, il vaut mieux la mettre dans son territoire au début de la partie pour avoir les trolls et vos troueurs sous la lune. Et round 3-4, là vous avancez et vous avez vos effets de sous la lune dans le territoire adverse. Parce qu'en fait si vous mettez, ou alors ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mettre dans le territoire adverse round 1-2 mais vous y allez pas et vous jouez très défensif toute la partie, et round 3-4 là vous avez vos effets sous la lune chez vous sans avoir à vous projeter, parce que eux en fait les squigaliers on s'en fout, on s'en tape de leur effet sous la lune, donc eux on s'en occupe pas. Donc ce qu'il faut voir c'est les trolls et les troueurs. Si votre plan de jeu c'est de rester chez vous toute la partie, là vous pouvez vous poser la question, je reste chez moi toute la partie, quand est-ce que c'est le mieux que je bénéficie du +3 contrôle sur les troueurs et du +1 save sur les trolls? Bah peut-être que ça sera round 3 et 4. Et si c'est round 3 et 4, effectivement en début de partie, vous mettez la lune chez l'adversaire et vous vous en foutez, vous allez même pas la chercher. Tout ce que vous voulez c'est qu'elle arrive chez vous au round 3-4. Donc voilà, les squigaliers, profil intéressant, parce qu'ils bougent beaucoup et ils tapent, donc ça c'est cool. Par contre ils vont mourir très vite, 2 PV pardon chacun, save à 6, pas de ward, ça va mourir. Vous en avez un deuxième pack qui arrive au round 3 qui peut être très impactant parce que encore une fois fin de partie, il y a beaucoup moins de monde sur la table, vous avez des espaces pour aller chercher un héros, pour aller chercher une petite unité qui vous embête, etc. Donc un bon profil quand même et qui peut faire des petits dégâts, donc ça c'est cool. Et on enchaîne avec les Trogos, un peu la star de cette spearhead, parce que vous allez voir le profil, je me souviens que c'est complètement délirant. Donc 5 PV chacun, save à 4, save à 3 sous la lune. 5 PV, save à 3 sous la lune, ward à 5. Le pack de troll sous la lune, c'est 15 PV, save à 3, ward à 5. C'est le truc le plus tanky du jeu, avec les cavaliers, les chevaliers des Slaves of Darkness qui ont tous leurs bonus de Nurgle et tout sur eux quoi. Sauf que eux c'est natif quoi, il faut juste être sous la lune. Donc c'est très fort, leur profil, enfin leur châssis est très très fort, ils ont 6 de move.
Je dis leurs règles en regardant ça. Donc j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Début de n'importe quel tour, soit un des trois. Début de n'importe quel tour. Donc 8 fois dans la partie. Parce que n'importe quel tour, c'est votre tour et celui de l'adversaire. 8 fois dans la partie, ils ont des 3 de soins. Ça serait pas déconnant s'ils n'avaient pas une save à 4 qui peut passer à 3 assez facilement et une protection à 5. Là, littéralement, ils sont insortables. Ils sont insortables. Il y a 20 trous Heirloom Clan qui peuvent revenir par des 6, par des 3, qui vont, on va voir après, vous mettre des debuffs à la touche ou à la blessure, je sais plus. Faut se lever tôt pour sortir les Gloom Sprite. En vrai, honnêtement, donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai joué cette Spearhead. J'ai perdu avec. Je comprends pas comment c'est possible. Et surtout que j'ai perdu, je me suis pas fait table rase, mais j'ai perdu très vite beaucoup d'unités. Je sais pas comment c'est possible. Parce qu'honnêtement, ça tank trop, ça revient trop. Le seul truc que ça fait pas pour l'instant, c'est taper vraiment fort. Votre général il tape un peu, mais pas, c'est pas déconnant non plus. Et vos squigaliers tapent bien, mais dès qu'il va y avoir de la bonne save, ça va taper moins fort. Et surtout qu'à la riposte, ils vont se faire trouer. Là, on a le problème qui est réglé avec les Trogos, puisqu'ils ont donc chacun un caillou qu'ils vont pouvoir balancer à 10 pouces de portée, qui fait une attaque en 5 plus de plus, perf 2, dégâts des 3. Donc vous avez 3 attaques. Du coup, de cailloux, ils en ont chacun un. Ils sont 3. 3 attaques à 5 plus, ça fait que statistiquement, il y en a une qui passe. Donc stat. Vous allez avoir une attaque perf 2, dégâts des 3 qui passe par tour. C'est pas mal. La perf 2 est très bien parce que contre les armées armurées, ça va être un outil de plus pour venir les chercher. Donc ça c'est intéressant. C'est pas non plus un tir de fou, hein, mais ça peut faire des petits trous, donc ça c'est cool. Et au corps à corps, ils tapent avec 2 attaques chacun en 4 plus de plus, perf 2, dégâts 3. Donc ça tabasse sa mère. Ils ont que 2 attaques chacun, en vrai, donc ça peut très vite, mal tourner quoi. 2 attaques chacun, ils sont 3, ça fait 6 attaques, ils touchent à 4. Vous faites un mauvais jet de dés, vous touchez rien. Par contre, vous faites un très bon jet de dés, vous, avec une perf de dégâts 3 comme ça. Imaginez, vous en passez 4. Vous avez 12 dégâts de perf 2. Vous séchez pas mal de trucs. Avant ça, vous avez balancé votre caillou, bien sûr, perf 2 dégâts des 3. Donc ça tabasse les Trogos, pardon. Mais surtout, ça tank. Ça tank, très bien. Ça tank, j'aurais tendance à dire que c'est l'unité la plus tankée du jeu. Parfois je dis que c'est les chevaliers des Slaves of Darkness sous bonus. Parce qu'ils ont un -1 pour être touchés, ils ont une save à 3, ils ont une ward à 6 je crois. S'ils sont bien buffés. Sauf qu'en fait eux c'est pareil. Sauf qu'ils se soignent de D3 à la fin de chaque tour. Pardon, au début de chaque tour. Ce qui est très con. Si vous arrivez à en sortir un, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en fait, malgré tout, si vous avez une armée soit qui... si vous arrivez à... soit qui tape fort, soit avec laquelle vous pouvez accumuler les attaques sur un même tour sur une unité adverse. Vous pouvez en sortir un, peut-être. Et là, tout de suite, vous en sortez un, il a plus que 4 attaques en 4 plus de plus. Tout de suite, ça fait un peu moins peur. Donc si vous affrontez une armée de tir, c'est pour ça que contre une armée de tir qui peut vous faire vraiment mal, c'est pas mal, parce qu'ils vont être hyper focus. Hein. Contre une armée de tir, contre du Lumines, contre du Caradron, contre du... tout ce que j'ai dit hein, avant, du Cruel Boys, il y a quoi d'autre comme armée de tir, j'en ai pas d'autres qui me viennent là. Contre toutes ces armées de tir, le champignon d'ombre nuit est pas mal du tout, parce que vous allez pouvoir les protéger eux d'une phase de tir. Donc littéralement 1 sur 4 phases de tir, c'est un quart du tir que vous allez subir pendant la partie. Vous allez pouvoir les protéger et peut-être que vos squigaliers vont pouvoir aller chercher cette fameuse unité de tir sur le côté ou je sais pas. Donc c'est pour ça que ça peut être pas mal la quatrième optique qu'on avait vue, surtout pour protéger eux. Mais ils sont hyper forts. En plus, franchement, ils ont tout. Leur mouvement est même pas si horrible que ça. Ils tankent, mais c'est aberrant. Ils tapent franchement très bien. La touche à 4, ça peut être frustrant parce que parfois vous allez tout rater. Et là vous allez avoir le seum parce que vous allez avoir dépensé une phase de combat qui aurait pu être très bien, parce que ce profil là ça peut être très fort. Hein. T'as un potentiel de
18 dégâts, perf 2. Ça peut être très fort. Parfois, vous allez rater vos touches et vous allez avoir un peu le seum. Mais c'est une super unité sous la lune. Et évidemment qu'il faut les avoir sous la lune parce que c'est trop fort. Le plus un save, c'est Game Breaker. Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez avoir sous la lune en début de partie pour les protéger? Est-ce que vous voulez avoir la lune en fin de partie si vous restez chez vous, bien sûr, parce que vous pouvez aussi décider de vous projeter chez l'adversaire. Ça, c'est à vous de voir. Si on s'imagine une partie, ce que vous pouvez vous dire, et qu'il y a du tir en face, par exemple, je reviens beaucoup sur cette histoire de tir, parce que eux, ils sont quand même assez vulnérables au tir. Vous pouvez vous dire, round 1, je les empêche de se faire tirer dessus. Round 2, ils vont se prendre une salve de tir sans avoir le plus un save. Et round 3-4, ils sont chez l'adversaire. Et ils auront leur plus un save. Ou alors round 3-4, ils sont toujours chez moi. Mais la lune vient d'arriver chez moi parce que vous avez choisi le territoire adverse en début de partie. Et là, ils ont leur plus un save. Voilà, ils sont juste un peu vulnérables contre le tir. S'ils sont pas sous la lune, après, ce que vous pouvez vous dire, c'est ok, je suis contre une armée de tir. Et ben, round 1-2, je suis sous la lune chez moi. Et en fait, ils vont très bien tanker, ils vont se soigner. Si tu m'en sors pas un, il va revenir full PV et tout. Parce que c'est au début de n'importe quel tour. Donc imaginez que votre adversaire joue en premier, il vous met 4 PV sur eux. Il vous a mis 4 PV sur eux. Donc vous avez un troll à 1 point de vie. Après, c'est votre tour, donc vous vous soignez de D3, vous jouez. Après, c'est au tour de l'adversaire, donc c'est encore un début de tour. Vous vous resoignez de D3. Il est revenu full vie, le type. Donc j'ai même du mal à imaginer, en fait, j'ai même du mal à voir comment ils meurent en fait dans une game. Comment ils peuvent tous mourir dans une game. Et je crois que d'ailleurs que quand je les avais joués, non, je crois qu'ils sont pas morts pendant la game, mais je crois qu'il m'en restait plus qu'un à la fin. Enfin, c'était assez catastrophique. De toute façon, j'avais joué n'importe comment. Mais voilà, une unité super forte qu'il faut avoir sous la lune. En vrai, c'est trop important parce que, enfin, en tout cas, le maximum du temps. Ou si votre plan de jeu, c'est d'être chez vous, c'est de rester chez vous, il faut que vous vous disiez quand est-ce que j'ai besoin d'être sous la lune, plutôt en début de game, plutôt en fin de game. Ça, c'est à vous de voir. Et enfin, on finit par les troueurs Lune Clan. Vous en avez 2 packs de 10, donc ça c'est votre masse qui est destinée à mourir de toute façon. Un PV chacun, save à 5. Ça tente pas de ouf. Mais je suis étonné de la save à 5, franchement ça aurait pu être une save à 6, ça aurait pas été déconnant. Ils ont 5 de move, 2 attaques en 4+, 5+, pas de perf dégâts 1. On se rappelle qu'ils ont un effet pour passer en 3+ à la touche. Donc là je vois qu'ils touchent à 4, ça fait une touche à 3 pour des gobelins. Une touche à 3 pour des gobelins quand même. C'est un peu délirant. Donc finalement c'est pas si mal en vrai le plus un touche parce que mine de rien vous allez faire 20 attaques en 3+, donc vous allez en toucher 13. En 3+, vous allez en toucher... Ouais c'est ça, vous allez en toucher 14, 13, 14. Vous blessez à 5, vous en touchez 3, 4. Pas de perte dégâts 1. Bon en vrai c'est pas si bien que ça quand même. Mais de toute façon si vous n'en avez pas perdu, vous avez tout intérêt à leur mettre le plus un touche. Enfin... Oui, parce que vous n'en avez pas perdu, donc vous pouvez pas faire le premier effet de toute façon. Et leur règle c'est quoi? À n'importe quelle phase de mêlée, choisissez une unité d'infanterie ennemie en mêlée avec cette unité comme cible. Jetez un dé sur 2+, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques faites par l'unité cible à cette phase. Ok, donc c'est pas tout à fait ce que je me souvenais. Alors donc déjà, première restriction, c'est une unité d'infanterie. Et ça change tout, en vrai, parce que je pensais que c'était tout. Et non, parce que ça veut dire que eux voulaient charger de la cavalerie avec un monstre et tout. Ils ont pas leur -1 pour être touché. Et là, tout de suite, c'est plus que 10 PV, save à 5, sans debuff. Ok, bah c'est pas si horrible que ça finalement. Bien sûr, si votre Spirit n'a que de l'infanterie, ou alors si vous avez de la cavalerie, mais que vous voulez pas l'utiliser sur des troueurs, ce qui est totalement compréhensible, vous allez devoir envoyer votre infanterie qui va avoir un -1 pour être touché, qui va avoir un -1 pour toucher, parce que ça se lance sur un 2+, donc en gros vous pouvez partir du principe que c'est automatique. C'est pas si frustrant que ce que je me souvenais du coup. Et surtout c'est les jets de touche, donc ça veut dire que ça se combine pas avec l'aptitude du général, avec l'optimisation du général qui lui donne -1 pour être touché en permanence. Donc ça enterre encore plus cette aptitude. Ça enterre complètement la cagoule Kimwa, je crois qu'elle s'appelle, qui donne -1 à votre général pour être touché. Puisque de toute façon, en vrai, votre général, vous allez quand même l'avancer. Vous allez quand même avoir une unité de troueur à côté. Parce que
Il faut être à 12 pouces 2 pour en faire revenir des 6 ou pour leur donner un plus un touche. Donc vous allez avoir une unité de troueur à côté. Les troueurs, il y a des chances qu'ils donnent le moins un touche si on charge votre général, puisqu'ils seront à côté. Si c'est une unité d'infanterie, ils seront à 3 pouces, ils seront en mêlée. Vous jetez votre dé sur un 2+, ils ont moins 1 pour toucher. Enfin, l'unité qui vous aura chargé votre général aura moins 1 pour être touché si vous avez des troueurs nucléaires à côté de votre général. Donc ça enterre complètement la cagoule qui moite pour moi. Ok, le profil n'est pas si fort que ça, il n'y a pas de renfort dans la Spearhead. Important à dire du coup, on se rend compte là en regardant. Donc, en vrai, je me souviens que ça me paraissait très très fort à l'époque. Là, ça me paraît moins fort quand même, parce que les troueurs, ils ont pas le renfort. Et en vrai de vrai quand même, si on se parle sérieusement, vous pouvez carrément les tuer sans tellement de soucis. Après, bien sûr, si vous n'arrivez pas à les tuer, il faut revenir par D6, par D3, ça va être insupportable. Si vous jouez bien votre coup, vous pouvez sortir un pack, il ne reviendra pas, puisqu'il n'y a pas de renfort. La Spearhead, là, ce que je vois, il y a beaucoup de récursion et de soins avec les trolls, c'est qu'en fait, si en face vous avez une armée qui est capable de vous one-shot un pack ou one-shot un troll, ça va être plus compliqué que prévu, parce que vous ne pourrez pas utiliser vos bonus qui sont très forts, mais qui demandent quand même d'avoir soit le troll en vie qui a subi des blessures, soit une unité de Lune Clan encore en vie avec au moins un type qui survive pour pouvoir les utiliser à plein potentiel. Et donc, petit tips, si vous affrontez les Gloomspite, quand vous allez attaquer une unité, assurez-vous que vous pouvez la tuer à 100%. Et là, tout de suite, ça va être beaucoup plus dur pour le joueur Gloom parce qu'il n'a pas de renfort. Il envoie 10 troueurs au milieu, il se les fait one-shot au premier round, il a perdu 10 troueurs. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, alors ils sont quand même très forts, ils sont quand même très bien. Moins 1 à la touche pour les adversaires qui les chargent, enfin pour les adversaires en général même, parce que eux-mêmes peuvent aller charger pour mettre ce malus, c'est possible. Donc ça c'est très fort. En vrai, ils sont bien, ils peuvent toucher à 3, ça je trouve pas ça dingue, en vrai, c'est pas un excellent bonus, ça a le mérite d'être là. Si vous pouvez pas mettre le D6 qui revienne, vous mettez un plus un touche. On sait jamais, ça peut faire des... Peut-être, sur un coup de chance, vous faites des petites surprises. Et voilà. Sous la lune, eux, c'est quand même assez important de les avoir sous la lune. Plus 3 en contrôle, c'est quand même bien. Dans l'ordre de priorité, le moins intéressant à avoir sous la lune, c'est les squigs. Celui qui est intéressant, mais on peut s'en passer, c'est eux, c'est les troueurs. Et ceux qui ont besoin d'être sous la lune tout le temps parce que le bonus est trop fort, c'est les trolls. Mais eux, c'est quand même sympa de les avoir sous la lune. Le plus 3 contrôle, il est vraiment sympa. Vous en avez 20, encore une fois. Donc si vous optimisez tout ça, les 20 ils comptent pour 26 sur les objectifs. Et on se rappelle que, bien sûr, pour être sous la lune, il faut être entièrement dans le territoire sous la lune. Ça, n'oubliez pas, parce que c'est quand même important. Surtout pour les trolls, encore une fois. Et voilà. Donc je me souvenais que la Spearhead m'avait paru très forte à la première lecture. Là, en relisant, ça paraît bien. Ça paraît pas aussi fort que ce que je me souvenais. Parce que, en fait, quand tu regardes bien, tes squigaliers, ils peuvent faire des dégâts. Mais ils vont mourir. Ils vont mourir sans trop de résistance, je pense. Et les troueurs Lune Clan, s'ils se font one-shot, ils se font one-shot. Et ils reviennent plus. Et tout de suite, vous avez beaucoup moins de choses pour prendre les objectifs. Alors bon, bien sûr, il y en a 20 des troueurs. Donc il y a quand même de quoi faire. Mais round 1, vous en perdez un pack. Vous êtes quand même bien embêté. Vous avez plus qu'un gros pack qui prend bien les objets, parce que les trolls, c'est pas non plus des brutes. Alors ils comptent quand même pour 2 chacun, donc ça fait quand même 6, donc c'est pas trop mal. Et les squigs, comme on l'a dit, ils vont mourir. Ils vont mourir, ils vont se prendre même en vrai, même ils vont se prendre des petits tirs de con, parce que dans toutes les Spearheads, enfin pas dans toutes les Spearheads, mais dans beaucoup de Spearheads, il y a genre le général qui a un petit tir ou je sais pas quoi. Les squigaliers, ils vont se prendre le tir, ils vont mourir. Donc voilà. Voilà. Donc la Spearhead, petite conclusion, on se finit tout ça. Cette Spearhead, donc je l'avais joué, comme je vous avais dit, ça m'avait paru très fort à la lecture. En jeu, j'avais perdu. J'avais perdu en plus, mais comme une merguez, quoi. J'avais perdu, bien perdu. C'est
C'est pas broken comme je le pensais avant. Il me semblait que c'était broken, ça l'est pas du tout en vrai. C'est même plutôt très équilibré. Je trouve ça un petit peu dommage que les règles synergisent pas de ouf ensemble. Je trouve quand même, on avait, je crois, hein, parce que moi j'ai jamais été un joueur Gloom, et j'ai jamais joué contre du Gloomspite d'ailleurs. Je crois que en gros, ce que les gens disaient en V3 et même avant, c'était que c'était dommage, parce qu'en fait c'est une armée où c'est très séparé entre gobelins, squig et trolls. Et araignées, je crois, mais personne joue les araignées de toute façon. Enfin, j'ai un pote qui kiffe les araignées, mais je dissuade de les jouer. Donc, il y avait cette séparation entre les différentes factions. Je trouve qu'on retrouve carrément ça ici aussi, puisqu'elles interagissent pas du tout entre elles. Le héros gobelin synergise des gobelins, les squigs sont que entre eux, et les trolls sont que entre eux. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça peut être sympa, parce que du coup la spirade n'est pas non plus hyper compliquée à saisir, quoi. En termes de règles, c'est pas un truc hyper complexe à comprendre. En termes de jeu, je dis pas que c'est simple du tout, parce que les squigaliers, faut quand même réussir à en tirer le maximum, c'est pas facile. Les trolls, faut réussir aussi à bien les jouer pour optimiser leur potentiel défensif, parce que ils tankent de ouf, ils se soignent et tout, mais aussi offensif, parce que c'est un peu votre truc qui tape fort, un peu le seul. Les squigaliers c'est ok, mais c'est pas non plus des brutes, donc faut réussir à aller les faire taper sans mourir. C'est pas simple non plus. Donc la spirade elle est plutôt cool. En vrai je me vois bien la rejouer. Ça paraît assez sympa en termes de modélisme. Les gobelins, on en pense qu'on veut. Moi j'adore. Ils sont géniaux. Alors ils sont moches, hein, mais parce qu'ils datent de l'époque. Mais finalement, c'est des gobelins. Parce que c'est pas normal qu'ils soient moches, j'ai envie de dire. Moi, ils me font trop rire. Le perso, il est stylé, il est charismatique. Lui, il est beaucoup plus récent pour le coup. Les squigs, bon bah les figurines sont délirantes encore une fois. Elles sont trop drôles. C'est génial. Vous avez 10 squigs, c'est top. Et les trolls sont magnifiques. Ça, je pense qu'on est d'accord. Ils sont super beaux. Ils prennent très bien la peinture. Je pense que c'est pas facile à peindre non plus quand même. Mais il y a des trucs très sympas à faire. Parce que c'est des trolls. Là, ils sont pas en bleu. Par Games Workshop, vous pouvez les peindre en vrai, vous pouvez faire des trolls multicolores même, ça peut rendre super bien quoi. Donc ça c'est cool. La peinture, j'en parle un peu pour les trolls. Pour le reste, en vrai c'est plutôt simple. Les gobelins, c'est juste une cape noire avec un petit visage très simple. Les squigs, un peu plus complexes, parce qu'il y a le squig quand même à peindre. Mais globalement c'est du rouge et un petit brossage à sec. Et le perso, en vrai, vous pouvez vous faire kiffer un petit peu. Il y a des champignons sur son socle et tout, c'est cool. En vrai, la spirade, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment dans l'ADN Gloomspite, je trouve. Avec ce côté un peu... Bon, en fait, pas... Comment dire? Il n'y a pas le côté loufoque poussé à l'extrême, mais il y a quand même les squigs qui sont un peu délirants. Il y a les trolls qui sont là, les gros balèzes qui sont là pour faire des dégâts et pour tanker. Il y a les petits gobelins un peu chiants qui reviennent, qui mettent des filets pour vous mettre des moins un touche. Donc ça, c'est cool. Franchement, une top Spearhead. Pour un débutant, moi, j'ai envie de dire, c'est parfait. En vrai, vous avez beaucoup de figues. Donc après, pour monter une armée Gloomspite, je suis pas un joueur Gloomspite encore une fois, ça paraît plutôt bien. En vrai, il y a 3 trolls, il y a 10 squigaliers, il y a 20 troueurs. Vous avez un petit héros, ça paraît sympa. Et encore une fois, je recommanderais à un débutant. Je pourrais recommander à un joueur aussi expérimenté, parce que, encore une fois, à la lecture c'est simple, à l'application c'est pas simple, parce que faut penser à la lune, il faut penser à tel effet, il faut penser à bien garder ses figurines en vie, il faut penser à l'adversaire s'il peut vous one-shot un troll ou un pack de troueurs. Ça, je pense que c'est une des lignes directrices assez importantes. En vrai, quand on joue la Spearhead, c'est de se dire, il faut pas que je me mette dans des situations où mon adversaire peut one-shot un pack de troueurs, ou alors où mon adversaire peut one-shot un troll, un trogoth. Je pense que c'est important de réfléchir à ça à chaque fois pour en tirer le maximum. Parce que sinon, en vrai, vous perdez, encore une fois, vous perdez votre troueur lune clan. Imaginez, round 1, vous en perdez un pack, round 2, vous en perdez un deuxième pack. Vous prenez les objectifs avec quoi? En fait, en vrai, les trolls, ça bouge pas de ouf non plus. Les squigaliers, ça va mourir. Faut se méfier. Super Spearhead. En vrai, quand même. Donc c'était une des toutes premières, ça faisait partie de la première vague des Spearhead.
Elle est très sympa dans l'ADN, encore une fois, des Gloomspite. Et si vous kiffez les gobelins, si vous avez envie de délirer un peu, franchement, vous pouvez 100% partir pour cette boîte. Elle est super. Et moi, je pense, ça me donne un peu envie de la rejouer en vrai. Ou de l'affronter au moins, pour voir un petit peu. Donc c'était Baldato. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. A plus. Ciao.